Bonjour, bonjour à tous. Le titre de cette présentation, peut-être en dit déjà un peu long. Pour moi, ça représente un sujet auquel je m'intéresse avec passion, on pourrait dire, depuis peut-être une quinzaine d'années. Et ça peut se résumer en trois lignes. Euh, Quels sont les effets biologiques provoqués par la lumière, c'est-à-dire en gros, quelles sont les relations entre la lumière et le vivant, et au fond, ce qui est de plus important aujourd'hui sur la Terre pour nous tous, c'est nous-mêmes. Euh, je crois que parler de la lumière, ça ne peut commencer qu'ainsi. C'est que la lumière, nous l'avons en permanence au-dessus de la tête, pas la nuit, bien sûr, mais nous l'avons, voilà, sous le rayonnement du soleil. Et le rayonnement du soleil, qui est un rayonnement dont on dit qu'il est lumineux parce qu'il nous permet de voir les choses, évidemment, le monde qui nous entoure, eh bien, c'est une toute petite partie de ce qu'on appelle le rayonnement électromagnétique. Alors, quand on parle de rayonnement, qu'on entre dans voilà, je dirais une très grande étendue de quelque chose qui se manifeste, eh bien, c'est toujours, c'est toujours de la même façon dans le vivant. Ce sont des vibrations, et les vibrations, c'est des fréquences, et les fréquences, c'est des longueurs d'onde. C'est donc, nous vivons sous une gigantesque source de rayonnement électromagnétique. Si je peux dire, condensé dans ce petit schéma qui va, voilà, de la droite où on a inscrit des kilomètres et des mégahertz. Les kilomètres, c'est des longueurs d'onde. Et de l'autre côté, des femtomètres, des milliardièmes de millimètres, etc., et qui sont des zétahertz. Donc, une étendue extraordinaire, comme un gigantesquissime piano qui permettrait d'émettre des sons sur un clavier qui ferait des milliers de kilomètres de long. C'est un peu ça. Donc, c'est assez incroyable. C'est que sur ce clavier, dans cette étendue de fréquences, il y a une toute petite étendue de fréquences. Je l'indique ici, voilà, avec la souris, une toute petite étendue de fréquences qu'on appelle le visible. Comme son nom l'indique, voilà, c'est-à-dire des fréquences auxquelles nos yeux sont sensibles et qui nous permettent de voir. Eh bien, cette toute petite partie, elle commence dans un sens de lecture, voilà, à la fin du rayonnement ultraviolet, et puis elle s'achève à la fin du rayonnement infrarouge. Et c'est cette toute petite fenêtre que vous voyez. À gauche de cette fenêtre, les fréquences sont trop élevées pour qu'on les voit, c'est les ultraviolets, eux-mêmes divisés en trois parties, les A, les B, les C, hop, permettent de passer au rayon X. Alors là, ça devient sérieux, hein. On sait que c'est du rayonnement qui est déjà tout à fait dangereux, comme l'est d'ailleurs, comme le sont les ultraviolets dans leur dernière partie. Et puis, on passe après à des rayonnements qui nous amènent carrément au conflit nucléaire, c'est-à-dire les rayons gamma. De l'autre côté, en revanche, du visible, on entre dans les infrarouges par un bout, les infrarouges courts, puis les infrarouges longs, et puis on a croisé les micro-ondes, celles qui chauffent, voilà, un dîner dans votre cuisine, et puis les ondes radio. Et les ondes radio, c'était il y a, allez, une trentaine d'années, à la fin des années 90 encore, je me rappelle plus, si il y avait encore Europe numéro 1, Radio Luxembourg, qui émettait sur des ondes kilométriques, des ondes dont les longueurs d'onde étaient kilométriques. Vous voyez, c'est absolument incroyable parce que l'étendue, on l'a saisie beaucoup plus si on parle de longueur d'onde, parce qu'on passe, comme je vous le disais ici, du kilomètre au mètre, au millimètre, au micromètre, millième de millimètre, au nanomètre, millième de micromètre, au picomètre, millième de nanomètre, et au femtomètre, millième de picomètre. Et c'est tout à fait ahurissant que tout ça, c'est le rayonnement électromagnétique. Petit gros plan
pour ceux que ça peut intéresser plus particulièrement et qui connaissent un peu ce monde des fréquences émises par le rayonnement électromagnétique, il y a des outils qui sont très utilisés en médecine. Pour les médecins ici présents, évidemment, ils savent de quoi je parle, qui sont ces lasers, utilisés d'ailleurs beaucoup par les dermatologues, par les chirurgiens, et aujourd'hui dans ce champ tout nouveau de la médecine voilà, dite esthétique, et qui sont donc ces lasers erbium, CO2, Nd:YAG, alexandrite, rubis. Et nous avons ici, je rappelle maintenant, vous vous rappelez la petite fenêtre dont je vous avais parlé, la petite fenêtre dans le spectre. Ici, vous voyez en bas, on entre dans l'ultraviolet. De l'autre côté, on entre dans le proche infrarouge, dans toute cette étendue qui couvre le bleu, le vert, le jaune, le rouge et le proche infrarouge. C'est le monde, évidemment, du rayonnement visible et c'est celui qui va nous intéresser tout particulièrement parce que là, la lumière, lorsqu'elle n'est pas, elle n'est pas très concentrée. Vous savez, j'ouvre une toute petite parenthèse quand je vous dis ça. Très concentrée, ça veut dire quoi? Vous vous rappelez l'expérience de la loupe au soleil. Hein, on va au soleil, voilà, c'est délicieux le rayonnement du soleil sur la peau. Puis on prend une loupe, on concentre la lumière et on met le feu à la forêt. Voilà. Au fond, c'est les mêmes rayons qui étaient peu concentrés et on les recevait avec bonheur, et qui, concentrés par la loupe, allaient foutre le feu à la forêt. Donc, simplement, notre affaire de photobiomodulation, elle concerne de la lumière qui n'est pas très concentrée, donc qui n'est pas capable de déclencher un effet thermique important. Et lorsqu'elle n'est pas concentrée, elle est capable de stimuler des mécanismes vitaux, et c'est ça, à nouveau, la photobiomodulation. Alors, stimuler, voilà, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Stimuler des mécanismes biologiques, ça veut dire qu'on interagit au fond, comme un produit pharmaceutique d'une certaine façon. On interagit biochimiquement, c'est-à-dire qu'on va transformer les molécules du vivant comme le font les médicaments ou les substances chimiques. Et donc, on va tout de suite se dire, pour bien comprendre, bien, si vous voulez, dominer le contenu de ce sujet, c'est on va interagir physico-chimiquement. Et ça, c'est vraiment dans la nature du rayonnement électromagnétique de pouvoir le faire. Encore une fois, dans cette bande étroite de longueur d'onde que j'ai déjà définie. Alors, regardez, j'ai écrit ça, qu'est-ce que la lumière vient faire là-dedans? Je dis, cette question, je l'ai mis entre guillemets parce que c'était dans la bouche d'un confrère, je veux dire, un chef de service gynécologie, un praticien hospitalier, qui un jour a vu arriver un représentant commercial d'une firme qui vendait des lasers, en lui disant, vous savez, on vous propose d'utiliser des sondes laser donc pour les femmes, voilà, utilisées en gynécologie, donc introduites dans le vagin, et il nous racontait qu'il avait sauté en l'air et lui disait, mais qu'est-ce que la lumière vient faire là-dedans? Et je crois que cette question, il faut se la garder en tête parce que je vais vite vous dire que la lumière, c'est pas ce qu'elle vient faire là-dedans, c'est qu'elle est là-dedans et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça ainsi. Et ma première raison, c'est de vous dire que le rayonnement électromagnétique va interagir fortement avec la structure de certains atomes qui constituent les molécules du vivant. Vous voyez, on s'approche de plus en plus de cette réalité. Alors, vite, rapidement, très vite, pour tous ceux qui savent dans cet auditoire ce que c'est qu'un atome, c'est un noyau avec dedans des protons, des neutrons, on va l'oublier tout de suite. On va l'oublier tout de suite, car la totalité de la chimie ne concerne que les électrons qui tournent autour du noyau. Là, c'est la physique des électrons. Une réaction chimique ne modifie jamais le noyau des atomes. En revanche, elle modifie toujours leur organisation électronique
Et leur organisation électronique, c'est cette organisation qui ressemble là sur ce schéma au fond à la Terre avec des satellites qui tournent autour. Vous savez que tout de suite, c'est une notion importante. Euh, Quand on est sur Terre et qu'on envoie un satellite, plus on l'envoie, on veut le mettre sur une orbite, l'orbite, la distance à laquelle il va tourner autour de la Terre, plus l'orbite est lointaine, c'est-à-dire plus elle est haute, peut-on dire, eh bien, plus il faut d'énergie. Ça veut dire que si on veut, et si on veut faire sortir le satellite, comme le font les fusées qui partent dans l'espace, pour franchir donc le seuil de l'attraction terrestre, eh bien, il faudra encore plus d'énergie. Donc, il faut comprendre qu'une orbite, c'est quelque chose qui se situe sur un niveau d'énergie. Ce petit schéma permet voilà, si je peux dire, de situer le sujet. Et on va là, tout à coup, parce qu'au fond, c'est assez magique, faire apparaître la lumière, cette lumière sur laquelle se posait la question, mais qu'est-ce que la lumière vient faire là-dedans? Ben voilà, ça veut dire que lorsque les électrons changent de niveau d'énergie autour de leur noyau dans un atome, une molécule quelconque, eh bien, ils le font par échange de photons. C'est-à-dire que si un électron, voilà, je pointe celui qui est en bleu dans la petite figure du haut, si on veut le mettre sur une orbite plus éloignée du noyau, il faut lui apporter de l'énergie. Cette énergie va lui être apportée par un photon. Incroyable. Il va disparaître dans l'électron et l'électron va jumper, va sauter sur l'orbite supérieure. Et s'il retombe sur l'orbite d'où il venait, eh bien ça aussi c'est de la magie, il va relâcher le photon qui s'était mêlé à sa propre substance, vous voyez. Donc c'est vraiment là où on peut dire que la lumière, c'est pas ce qu'elle vient faire là-dedans, elle est là-dedans. Donc ce monde réel, tangible, que nous avons décrit à travers voilà, cette désignation des molécules et des atomes, etc., on devrait dire des molécules, des atomes, donc des électrons, donc des protons, donc des neutrons, et des photons. Tout ça ne fait qu'un. C'est cette globalité qui est extrêmement intéressante à considérer et qui, dans la physique, la très belle physique d'aujourd'hui, la physique née des grandes découvertes du XXe siècle de Einstein et ses camarades, ce mécanisme repose sur un immense chapitre de la physique qu'on appelle l'électrodynamique quantique. Parler de la photobiomodulation, c'est entrer à fond dans ce sujet qui est celui de l'électrodynamique quantique. C'est la théorie physique qui a eu pour but de concilier le rayonnement électromagnétique, dont je vous ai donné les très grandes lignes, avec la mécanique quantique. Et c'est pour le physicien la façon de concilier les relations qui existent entre, vous avez vu, plus qu'étroites, intimes entre les électrons et les photons. Et pourquoi cette intimité qui est quasiment, je dirais, magique dans ses effets, puisque ce photon qui disparaît, qui lui-même est une onde, qui disparaît dans l'électron, qui est un corps, qui est une particule, et tout ça pour le projeter, etc. Ben, tout ça, ça obéit en fait à la dualité onde-particule mise en évidence par les découvertes sensationnelles d'Einstein. Cette dualité onde-particule et qui est liée elle-même je dirais, à la discontinuité de l'espace-temps. Tout ça obéit à la loi, vous savez, de la constante de Planck, c'est-à-dire de le plus petit multiplicateur qui peut exister si on veut parler de distance ou si on veut parler du temps qui passe. On est dans un monde qui n'est pas celui de l'escalier mécanique, mais qui est celui de l'ascenseur. Dans un ascenseur, vous n'avez pas le droit, ni la possibilité, surtout, de descendre entre le troisième et le quatrième étage. Ce n'est pas possible. Donc, c'est ou le troisième ou le quatrième. Eh bien, toute cette physique
qui est constitutive de l'électrodynamique quantique, c'est une physique de l'ascenseur. C'est une physique de on ne se déplace que par des quantités prédéfinies. Voilà ce monde de la photobiomodulation, qui est un monde très doux sous la lumière du soleil, qui est un monde fascinant et empli de mathématiques, qui est celui de l'électrodynamique quantique. Et si on veut faire un gros plan, au fond, sans dire un tout petit peu plus sur cette relation étroite entre électrons-photons pour absorber des photons d'un côté puis les relarguer de l'autre, illustrons, vous allez voir, c'est assez intéressant parce que ça nous amène à notre spectre de la lumière visible. Prenons l'électron, l'atome qui a un seul électron et un seul proton, c'est l'atome d'hydrogène. C'est le plus petit atome qui existe. Voilà. Il y a un proton et un électron. Et bien, cet électron, il peut se situer par rapport à son noyau à des niveaux très, très différents. Sur ce schéma, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris sept niveaux auxquels l'électron peut accéder, qui sont ce qu'on peut appeler, c'est pas qu'on peut, on appelle ça des orbites principales. C'est-à-dire que très souvent, on va trouver un atome d'hydrogène avec un électron qui est le plus près possible du noyau possible. Vous voyez sur mon schéma tout en bas, et il y a écrit ultraviolet, on va comprendre pourquoi. Et puis il peut être au niveau 2, où il y a écrit visible en dessous, puis il peut être au niveau 3, 4, 5, 6, 7, où il y a écrit infrarouge. Tout à coup, vous voyez qu'on fait des allusions directes au spectre lumineux, et tout particulièrement celui qui nous intéresse, c'est-à-dire le spectre visible. Alors, très vite, pour ne pas encombrer le raisonnement, vous voyez qu'à gauche, on a indiqué des énergies. Les énergies, là, elles sont indiquées en électronvolts. On dit que l'électron qui est sur l'orbite la plus proche du noyau possède une énergie de 13,6 électronvolts, alors que ce même électron qui serait situé au 7e étage, c'est-à-dire il s'est énormément éloigné du noyau, et c'est 0,28 électronvolts. Vous voyez, de 13,6 à 0,28, il y a 13,3 en gros de différence. Et ça veut dire que si l'électron qui est tout en haut tombe brutalement au niveau 1, il va larguer, il va se débarrasser d'un photon. Mais ce photon, l'énergie de ce photon, c'est ce qui sépare 0,28 de 13,6 en électronvolts. Eh bien, je vous le dis, c'est un photon ultraviolet. Alors que si c'était un électron qui serait tombé, si vous voulez, du 3e au 2e étage, vous voyez, avec une différence de 3,39 moins 1,5, eh ben, ça aurait été un photon visible, peut-être dans le rouge, par exemple. Voilà. Et si ça avait été entre les niveaux 7 et 3, eh bien, on aurait, à des niveaux différents, balayé le spectre de l'infrarouge. Voilà, cette relation étroite est vraiment illustrée, en plus de ça, au cœur de notre sujet. Elle permet de conclure cette première partie et de la conclure sur cette affirmation, au fond, la lumière est consubstantielle de la matière. Elle fait intimement partie de la matière. En excitant les atomes des molécules biologiques, le rayonnement, surtout rouge et infrarouge, joue un rôle de modulateur de certains processus physiologiques. Là, tout à coup, on est devant une promesse. Eh bien, je vous dis, promesse tenue. Promesse tenue, c'est bien là le sujet de la photobiomodulation dans ses applications. Et comme ça a été vérifié, je peux vous dire, ça a été, là on ne va pas faire l'historique, mais c'est un historique en gros qui commence, on peut dire, à la toute fin des années 80. Hein. Et ça commence en Russie. Et c'est les Russes qui travaillent là-dessus et qui mettent en évidence des réactions physiques. Voilà, et ces réactions, on peut
elles se traduisent par des modifications du vivant sous l'influence du rayonnement visible et proche infrarouge. Et c'est ça qu'on appellera photobiomodulation. Au départ, on appelle ça, comme on veut, photobiologie. Euh, du coup, photothérapie, vous voyez. En tout cas, pas luminothérapie. Je mets ça tout de suite de côté parce que c'est uniquement la stimulation visuelle et ça n'intéresse qu'une toute petite partie à la fois de la physiopathologie et donc de la thérapeutique. Mais oublions ça. Et disons-nous, photobiomodulation, la lumière interagit avec des molécules abondantes dites chromophores et avec d'autres molécules spécifiques des échanges énergétiques cellulaires. Parce que c'est bien joli de dire, OK, électrons et atomes sont intimement liés, mais nous, bon, quand on commence à travailler sur le vivant biologique et qu'aujourd'hui ce vivant biologique est décrit dans le tout petit détail par la biologie moléculaire, si vous voulez, la biologie chimique de très haut niveau, bon, on se dit, OK, si la lumière interagit, il faut bien qu'elle ait des cibles pour interagir. C'est pas le fait uniquement je sais pas, de secouer quelque chose. Secouer, quand on secoue beaucoup, quelle que soit la molécule, hein, c'est de la chaleur. Quand on secoue beaucoup des molécules, ça chauffe. Voilà. Mais là, c'est autre chose, c'est des réactions chimiques qu'on provoque en faisant bouger les électrons. Alors, ces réactions chimiques, elles ne se produisent pas sur n'importe quel corps chimique. Elles se produisent sur des corps chimiques qui vont constituer ce qu'on appelle des cibles, parce qu'il va y avoir des spécificités dans les longueurs d'onde, dans les vibrations, des échanges de vibrations sur les mêmes fréquences et des phénomènes chimiques qui vont en découler. Chromophore, c'est un terme qui est venu simplement du fait que la lumière peut changer la couleur d'un liquide. Je crois que le meilleur exemple, parce que sinon les exemples seraient trop nombreux, ben c'est l'eau bleue, l'eau verte, l'eau de la mer, l'eau d'un lac, on voit bien que l'eau va renvoyer de la lumière, pas tout à fait dans la même couleur. Quelquefois, c'est un peu confus, ça peut être même ça peut être blanc, ça peut être. Mais je dirais, si il n'y a pas d'impureté dans l'eau et si, eh bien, elle va, voilà, souvent rayonner dans le bleu. Mais vous voyez, la couleur dans la nature. Dans la nature, pourquoi les feuilles sont vertes? C'est pas parce qu'elles émettent du vert, pas du tout, c'est parce qu'elles n'aiment pas le vert, elles le renvoient, elles le réfléchissent, elles absorbent les autres couleurs de notre petit espace de longueur d'onde qui s'appelle le visible, mais le vert, elle le renvoie. Et de la même façon, si une feuille est rouge, c'est qu'elle absorbe les autres longueurs d'onde que le rouge et elle renvoie le rouge. Donc il faut avoir ça en tête. Et ce terme chromophore, il vient de là. Aujourd'hui, on dit que donc le phénomène de photomodulation existe, que la lumière interagit avec des molécules abondantes dites chromophores avec d'autres molécules. Ceci est aujourd'hui consacré, je rassure ceux qui, comme moi d'ailleurs, aiment que les choses soient consacrées par la communauté scientifique. Ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui sur bien des sujets, mais disons quand même, ça reste le cas, en tout cas dans le domaine de la physique. Le terme donc photobiomodulation est aujourd'hui consacré par la National Library of Medicine, qui fait partie du thésaurus des termes médicaux. Ça veut dire que si vous rentrez sur une base de données et que vous rentrez photobiomodulation, vous allez voir que vous allez avoir plein de réponses. Alors, les chromophores, donc des molécules qui réagissent particulièrement à la lumière. Les chromophores endogènes, ce sont des molécules abondantes qui sont, qui font partie de notre économie humaine et qui sont particulièrement excitées par l'énergie lumineuse. C'est l'eau, la mélanine, l'hémoglobine. Je les ai pas tirés au hasard. C'est sur ce schéma. Ce schéma, en bas, il met des longueurs d'onde qui vont de 100 nanomètres à 10 000 nanomètres. Alors, vous voyez, ce sont des échelles logarithmiques, c'est-à-dire qu'on va de puissance de 10
voilà, chaque rangée, en quelque sorte. C'est-à-dire que de 0,1, on va passer à 0,2 ici, à 0,3. On est en microns, c'est-à-dire, on va parler en nanomètres, c'est 1000 fois plus petit que le micron. Donc, ici, un micromètre, c'est 1000 nanomètres. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ici, on a 100 nanomètres. Puis on a 200, puis 300, puis 400. Tiens, pof, 400, on entre dans notre visible, il est là. Puis 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Voilà. Et ici, on a toute la toute petite fenêtre du visible. Et qu'est-ce qui se passe par rapport, en termes d'absorption de nos 3 chromophores principaux? J'ai dit l'hémoglobine, hein, c'est-à-dire qui colore le sang, puis qui fait autre chose, qui transporte l'oxygène. Et puis la mélanine qui colore la peau, évidemment de façon très différente, selon les uns, les unes et les autres. Et puis l'eau. Et là, on voit que mélanine et hémoglobine, eh bien, partagent des cycles un peu. La mélanine, c'est homogène. Elle absorbe beaucoup, ici, vous voyez, 200, 300 nanomètres à l'entrée de l'ultraviolet, puis elle continue toujours à absorber. Finalement, tout au long du spectre visible, elle absorbe l'énergie de la lumière. L'hémoglobine, en revanche, elle, qui est une molécule, je dirais, plus subtile, hein, elle va avoir des hauts et des bas. Elle va énormément absorber à l'entrée de l'ultraviolet, puis ça va chuter un peu, puis ça va reprendre là, tout spécifiquement, là où il y a le jaune et puis le rouge, le début du rouge. Et puis, il y a, vous allez voir, une énigme, mais une énigme, on est pas loin de la magie. La magie, c'est quand on ne peut plus expliquer. Eh bien, c'est l'eau. Regardez l'eau, ici, absorbée très fortement par les ultraviolets, et puis 200 nanomètres, oh, ça s'est déjà cassé la figure, de 10, 100, 2000, ça absorbe 1000 fois moins. Et puis là, ça va être 10 000 fois moins. À 300 nanomètres, on est entré dans la dernière partie des ultraviolets ici. Et là, l'absorption s'est encore cassé la figure donc on est à 100 000 fois moins. Et ici, dans vraiment cette fenêtre du visible qui va de là à là, eh bien, on voit que l'eau n'absorbe plus la lumière. Alors, c'est au-delà d'étrange. Je vais vous en dire un petit peu plus sur le schéma suivant. Et puis, brutalement, vous voyez, on est dans le rouge ici. Là, entre là et là, il y a une différence de 10 en termes d'absorption. Là, il y a une différence c'est 10 fois 10, c'est 100. Et on voit à 800 nanomètres, on commence à absorber de façon significative. Voilà, on commence à absorber de façon significative, puis ça s'envole littéralement, parce que entre 10 000 ici et 10 000 en bas, la différence est absolument colossale. Hein. Là, c'est 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, 1 million. 10 millions, 100 millions de fois, l'eau absorbe 100 millions de fois plus la lumière au début déjà de l'infrarouge. J'ai changé de slide. Que dans la partie qui est visible. Et là, je souligne quelque chose, c'est que c'est absolument incroyable. C'est que l'eau, pourquoi est-ce que l'eau laisse passer la lumière? Pourquoi? Pour qu'on voit quelque chose. C'est-à-dire que, et puis en fait, tous les phénomènes photobiologiques, ils se passent là. Vous savez, on cherche aujourd'hui des planètes habitables. Les planètes habitables, il faut qu'elles soient ni trop près ni trop loin de leur étoile, de leur soleil, pour pas qu'il soit trop chaud, donc à ce moment-là, l'eau se met en ébullition, elle part en vapeur, ou bien trop froid, c'est de la glace. Nous, c'est absolument incroyable, c'est que l'eau a laissé passer ce petit espace lumineux qui est la lumière visible, la fin de l'ultraviolet, le début de l'infrarouge, et que c'est là que tous les processus vitaux se passent parce que l'eau a laissé le passage à la lumière.
ne s'est pas précipité sur la lumière pour l'absorber dans sa structure, mais l'a laissé faire autre chose. Voilà. L'a laissé photo-biomoduler, en quelque sorte. C'est aujourd'hui, je veux dire, il semble bien que aucun physicien ne soit en mesure d'expliquer comment et pourquoi s'est construit ce couloir lumineux que je qualifie d'incroyable. Alors, entrons dans la cellule pour considérer un petit peu plus ce qui s'y passe à pardonnez-moi, à une échelle qui est celle de la biologie cellulaire. Alors, peut-être vous avez entendu parler des mitochondries. Ce sont des petits organismes qui sont à l'intérieur de chaque cellule, qui sont présents par centaines, voire par milliers pour une cellule et qui abritent, alors là, l'usine la plus incroyable qui puisse exister à cette échelle en biologie. Pourquoi? Parce que, je reviens en arrière, ce petit sac vous voyez, il peut y en avoir plusieurs centaines dans une seule cellule, donc c'est tout petit. Eh bien, ça contient un ADN, ça contient surtout un outil de transformation de l'énergie, de son stockage et de sa restitution qui permet tout simplement à la vie d'être la vie. C'est absolument incroyable. Au sein de la mitochondrie, c'est une incroyable usine métabolique qui est la source centrale d'énergie pour toutes les cellules et qu'on appelle en fait, voilà, il y a le cycle de Krebs pour ceux qui ont appris ça, et puis la chaîne de transport des électrons qui met en évidence des cibles moléculaires différentes des chromophores pour la lumière. C'est complexe, je survole, mais je détaille quand même un tout petit peu cette chaîne-là qui est schématisée avec, vous voyez, des noms comme complexe 1, NADH déshydrogénase, succinate déshydrogénase. On est dans la biologie moléculaire, là, on est dans la biochimie, si vous voulez. Eh bien, tout ça pourquoi? Pour arriver ici, ça c'est stratégique. Ici, pour que sous l'influence d'une dernière enzyme, un atome de phosphore soit accroché à une molécule qu'on appelle l'ADP pour en faire de l'ATP, adénosine triphosphate, et mettre cet ATP à la disposition de toutes les autres, de tout l'espace intracellulaire et extracellulaire. Et cet ATP, qui est au fond une molécule sur laquelle on a greffé un atome de phosphore, devient une molécule riche en énergie. Ça veut dire que cet atome de phosphore, elle peut l'abandonner là où on a besoin d'énergie et relarguer l'énergie qui est contenue dans la liaison entre l'ADP et l'ATP. C'est complexe, mais voilà, c'est ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative. Et pour arriver à ça, eh bien, il a fallu qu'une autre réaction chimique entre en jeu. Elle est un petit peu ahurissante parce que on la découvre sous son aspect le plus simple, le plus basique, c'est que elle implique simplement que l'oxygène, celui que nous respirons, ne sert pratiquement qu'à ça. Il va servir à s'accrocher à ce qui reste d'un noyau d'hydrogène pour faire de l'eau. On fait de l'eau. En permanence, les cellules qui voient leur vie biologique, je dirais, activée et fonctionner, eh bien, nous fabriquons tous les jours à peu près, on évalue en gros, disons, 1 millilitre d'eau que nous fabriquons nous-mêmes grâce à l'oxygène que nous inspirons, qui est transporté par l'hémoglobine, et qui, à l'intérieur de la mitochondrie, va récupérer dans cette chaîne de transport qui va transporter des protons et des électrons. N'oublions pas, un atome d'hydrogène, c'est un proton et un électron qui tournent autour. Voilà, là, cette usine absolument incroyable à cette échelle, on peut dire micro, voire nanoscopique, à l'échelle du nanomètre, eh bien, tout ça est animé par l'eau qui va en activer les dernières étapes et faire que tout ça fonctionne. Alors, cette eau, vous voyez, j'en parle de plus en plus. Alors, à la fois, je vous pose une question, vous allez
Bon, certains d'entre vous ont la réponse, ça j'en suis sûr, mais d'autres l'ont pas. Moi, je me rappelle du jour où je l'avais pas, la réponse. Hein. C'est combien de molécules, si on compte nos molécules, si on compte toutes les molécules qu'on abrite dans voilà, une économie, un homme, euh, eh bien, 99%, plus de 99% sont des molécules d'eau. C'est tout à fait ahurissant. Et on va tout de suite se poser la question, mais où elles sont ces molécules d'eau? 99,3% des molécules sont des molécules d'eau. Évidemment, c'est une toute petite molécule, la molécule d'eau. Mais quand même, 99%, ça frappe. C'est vraiment extrêmement impressionnant. Eh bien, découvrons ensemble, pour ceux qui ne le savent pas, que toutes ces molécules d'eau se retrouvent en fait sous la forme de feuillets d'eau d'une minceur extrême, puisque bon, ils rassemblent 2 à 3 molécules d'eau, ce qui est de l'ordre même pas du nanomètre, et ces feuillets qui sont des nanostructures. Imaginons, vous savez, le film plastique qui emballe, je sais pas, qui emballe des oranges ou une orange, hein, voilà, une tomate, un fruit. Bon, eh bien, c'est un peu ça, mais à une échelle encore peut-être plus fine. Ça tapisse tout. Ces feuillets d'eau sont des nanostructures qui tapissent les parois de la cellule, des organites intracellulaires comme la mitochondrie, le noyau cellulaire, le réticulum endoplasmique, qui sont des structures à l'intérieur de la cellule. Tout ça, qui sont là des feuillets de lipides, sont emballés dans de l'eau. Et toutes les protéines du vivant, celles qui vont être codées par les ARN messagers, je ne m'étendrai pas, eh bien, tout ça s'est emballé dans des feuillets d'eau. Ces découvertes sont très récentes et elles sont éblouissantes, je dirais, parce que elles mettent en avant une fonction propre de l'eau lorsqu'elle prend cette forme, si vous voulez, cette structure de feuillet. C'est que le rôle de l'eau devient essentiel au mouvement des électrolytes, des ions qui sont en solution, tout particulièrement du calcium d'ailleurs, qui est déversé depuis sa réserve dans la mitochondrie, et puis au rendement de la TPase, parce que la TPase c'est une enzyme, et une enzyme c'est une protéine qui va favoriser ce branchement du phosphore pour faire transformer ADP en ATP. Eh bien, figurez-vous que c'est une protéine qui tourne sur elle-même. Et pour tourner sur elle-même, elle est comme un petit moteur, il faut qu'elle soit lubrifiée. Eh bien, elle est lubrifiée par ces feuillets d'eau. C'est tout à fait incroyable, mais voilà, cette présence, cette nature même de l'eau, je dirais intime et incroyablement présente, fait que voilà, la recherche fondamentale a démontré l'action directe de la lumière dans la construction et l'activation de ces feuillets moléculaires d'eau, et notre affaire de photobiomodulation, je dirais toutes ces réactions chimiques que nous avons envisagées qui sont tout à fait vérifiables. Mais le plus important de toutes les réactions provoquées par la lumière semble être ce mécanisme de structuration de ces feuillets d'eau qui sont voilà, liés à la photobiomodulation et qui semble être son mécanisme central. Euh, et pour, si vous voulez, définir un petit peu plus ce que c'est que ces feuillets d'eau, quelle est leur structure, il faut savoir que c'est le rayonnement dans l'infrarouge qui va pouvoir organiser l'eau dans un 4e état. On en connaissait 3 des états de l'eau. Si on prend un bouquin de physique banal, etc., là, publié il y a encore, je sais pas, 2 ans, 1 an, on va voir l'eau existe sous trois états, pardon, gazeux, liquide ou bien solide, c'est la glace. Et ben, on ne savait pas qu'il y avait un 4e état. Et ce 4e état, c'est lui qui explique cette capacité de l'eau après je dirais, non seulement à tout emballer, mais après à tout activer, à activer les mouvements à l'intérieur d'elle-même,
Ici, vous avez deux orateurs absolument géniaux qui vont vous en parler vraiment en profondeur. Je serais incapable de le faire parce que ce sont à la fois ils sont à l'avant-garde et en même temps, ce sont des gens, je dirais vraiment géniaux, l'un et l'autre, Gérald Pollack et Marc-Henri, qui vous expliqueront ce que c'est comment l'eau va s'organiser en zone d'exclusion, c'est-à-dire un véritable petit moteur qui permet au mouvement des éléments qui sont en solution dans l'eau, etc., de bouger grâce à ce moteur naturel que l'eau fabrique elle-même d'elle-même en recevant la lumière infrarouge et en façonnant à la fois ces filets d'eau et ces zones qu'on appelle des zones d'exclusion. Vraiment, je leur laisse tout de suite la parole. Donc, en tout cas, conclusion rapide, c'est que la photobiomodulation concerne toutes les cellules et ainsi tous les tissus, et que son intérêt thérapeutique s'applique ainsi à tous les étages de la peau et des muqueuses, aux muscles, aux articulations, aux organes neurosensoriels, au système nerveux central et périphérique, aux organes vitaux. Très rapidement, quelques publications voilà, des publications très importantes déjà en 2013. Hein. C'est-à-dire, il y a 10 ans, il y avait déjà du top niveau qui venait de Harvard, du Massachusetts General Hospital. C'est vraiment là, bon, au sommet de la médecine américaine. Voilà, photobiomodulation qu'on peut appeler aussi low level laser ou LED thérapie, hein, c'est-à-dire thérapie lumineuse de bas niveau, rappelez-vous. La lumière n'est pas très concentrée, donc elle ne va pas chauffer, elle chauffe un petit peu, mais pas plus que ça. Et là, une technologie en plein essor, centrée sur la stimulation, la cicatrisation, la réparation de la peau. Deuxième étude, vous voyez ça, c'est l'université de McGill au Canada, c'est du top niveau, 2018. La photobiomodulation en dermatologie, voilà, du visible au proche infrarouge, dans un tas d'indications à la fois médicales et esthétiques. L'activité des sportifs, au point qu'un article de 2016 se disait, mais est-ce que la photobiomodulation va pas être taxée de substances dopantes, puisque on assiste à une augmentation de la masse musculaire après entraînement, une diminution de l'inflammation et du stress oxydatif sur des biopsies musculaires. Donc, oui, c'est du très sérieux. Et puis, là, on va entrer même dans le presque, si vous voulez, l'impensable, c'est-à-dire, bon, éclairer le cerveau. Hein. Eh bien, c'est une sacrée ambition parce que, effectivement, ça marche. Et là, c'est à nouveau Boston, le Massachusetts General Hospital et Harvard qui publient ça, Shining Light on the Head, vous voyez, c'est-à-dire éclairer le cerveau, en quelque sorte, la photobiomodulation dans les problèmes cérébraux de neurologie du système nerveux central. Et voilà cet article, par exemple, paru déjà en 2016 sur le potentiel du proche infrarouge dans la maladie d'Alzheimer et dans la maladie de Parkinson. Dans la dépression, je me rappelle d'une étude effectivement éblouissante qui avait été faite dès 2016 au Massachusetts General Hospital Harvard sur voilà, le traitement en comparaison avec des antidépresseurs majeurs, des effets de la lumière, parce que la lumière, si on l'applique dans le proche infrarouge et voilà, à la surface évidemment voilà, de la peau du crâne, en quelque sorte, on sait qu'il y a une certaine quantité de lumière, mais qui est active, ce qui passe à travers la peau, les os du crâne, les méninges, pour arriver au cortex, eh bien, ce qui reste de lumière, parce qu'il y a une grande partie qui est absorbée, est quand même suffisamment présente pour être efficace. Et on peut aller en profondeur, en plus de ça, aller stimuler les noyaux de la base du crâne, qui jouent un rôle très important dans la maladie de Parkinson. Eh bien, vous voyez, ça, on est au-delà. Ça, c'était quasiment prototype, mais aujourd'hui, c'est déjà en train d'être, je dirais, voilà, distribué, commercialisé aux États-Unis, où il y a une petite sonde nasale
parce que si on met une sonde dans le nez qui éclaire vers le haut, eh bien la lumière va traverser une zone qui est faite de tout petits trous qui est au fond de la cavité nasale, qu'on appelle la lame criblée de l'ethmoïde, et la lumière ainsi va parvenir jusqu'à l'hippocampe, jusqu'au noyau de la base du crâne. Voilà encore, je dirais, une étude 2019 sur le potentiel thérapeutique intranasal de la photobiomodulation dans les problèmes psychiatriques et neurologiques. Et voilà déjà, aujourd'hui, après les prototypes, on en arrive aux produits terminaux, comme vous voyez, qui sont d'ores et déjà en début de commercialisation dans le monde médical, aux États-Unis, de nombreux prototypes en France et en Europe, et oui, dans tous les pays d'ailleurs, je dirais européens, enfin tous les pays non, mais les principaux, oui, qui nous entourent. Et un nouveau champ qui avait été évoqué, je me rappelle, il y a déjà 15 ans par des ophtalmos en Allemagne. Je me rappelle de travaux préliminaires qui étaient tout à fait passionnants. Eh bien, aujourd'hui, ça y est, on traite la dégénérescence maculaire liée à l'âge avec de la lumière rouge. Et c'est toujours, vous voyez, la photobiomodulation qui réduit le volume des dosaines, c'est-à-dire de ces résidus métaboliques qui encombrent la rétine et qui rendent les gens aveugles. Et voilà, d'ores et déjà, il y a une première étude, et voilà déjà un appareil qui est d'ores et déjà commercialisé et qui utilise ces effets de la lumière rouge directement appliquée à travers l'œil sur la rétine pour traiter la DMLA. Mais pour passer vraiment à quelque chose de beaucoup plus trivial, mais extrêmement intéressant, c'est la repousse capillaire, alopécie androgénique. Eh bien, une méta-analyse qui montre que toutes les études qui ont été faites montrent qu'il y a un effet certain, pour ne pas dire un certain effet, sur la pousse capillaire. Et moi, de mon côté, d'ailleurs, je travaille sur un champ de recherche qui concernerait évidemment la repousse chez les patients qui ont été traités pour des cancers et qui ont effectivement qui ont perdu leurs cheveux. Enfin, voilà, c'est un effet secondaire très connu des chimiothérapies. Donc, en pratique, indication, utilisation, je passe très vite là-dessus. Ce sont ces panneaux de lumière. Voilà, ce sont des patients dont je me suis occupé, qui sont voilà, on peut traiter au plus près avec des panneaux qui encadrent très bien comme ça le visage. Et du coup, là, vous voyez de la lumière bleue. Ben, il faut, voilà, une notion extrêmement intéressante, c'est que on a évoqué l'infrarouge, on a évoqué le rouge et l'infrarouge, mais le bleu, lui, qui ne pénètre pas, qui a beaucoup de mal à pénétrer à travers la peau, en revanche, disons qu'il pénètre superficiellement, donc, et ça a son intérêt. Le bleu déploie des propriétés anti-infectieuses extrêmement importantes, donc extrêmement intéressantes à considérer. Là, par exemple, c'est le cas de ces infections cutanées dans lesquelles il y a un facteur infectieux ou parasitaire, l'acné, la rosacée, les infections cutanées, bon, les vergetures, les cicatrices, la cicatrisation, douleur, inflammation. Là aussi se déploient les effets de la photobiomodulation. Ça, c'est un article que j'avais fait sur la cicatrisation. C'est vrai que la cicatrisation est toujours accélérée en post-opératoire. C'est extrêmement intéressant d'avoir une stimulation de la plaie opératoire par de la lumière, et c'est toujours dans le rouge et l'infrarouge que ça marche très bien. Il y a des dispositifs locaux, ambulatoires, c'est juste pour illustrer mon propos. Ça, ce sont des prototypes avec lesquels on travaille de notre côté, du côté recherche en neurologie, en ORL. C'est par exemple une étude à laquelle je participais directement, qui a montré comment la photobiomodulation pouvait réparer un nerf facial, le nerf facial de la souris après section suture, c'est-à-dire on coupe le nerf et immédiatement on le répare. Eh bien, on a une réparation du nerf et de ses fonctions, et surtout une réparation des noyaux moteurs
du nerf qui sont, eux, dans le cerveau de la souris. C'est-à-dire que vraiment, on répare un système uniquement avec une source lumineuse. Ça, c'est une publication qu'on a eue donc sur ce sujet-là, l'efficacité de la photobiomodulation dans la régénération du nerf facial après section suture. Voilà donc ces appareils qui sont commercialisés. Le rôle de ces appareils en médecine anti-âge intégrative, la stimulation même de l'axe intestin-cerveau, c'est tout à fait étonnant. Je ne peux pas vous en dire plus parce que ça peut, voilà, moi je suis un peu là, limité par le temps. La gynécologie, dans laquelle on a développé, j'avais contribué directement au développement de ces appareils, de ces premiers appareils qui ont été suivis par un appareil un peu plus simplificateur, mais extrêmement intéressant parce que équipé de lasers infrarouges nanopulsés qui sont de basse énergie, mais très intéressants par la quantité de photons qu'ils envoient. Et puis ça, c'est une étude pilote qu'on a menée récemment, que j'ai menée avec une consoeur ophtalmo des 15-20, sur la mise au point d'un traitement, d'un protocole de traitement de la sécheresse oculaire. C'est une étude pilote qui a été faite et présentée au Congrès international d'ophtalmo il y a 3 ans. Et tout ça a été un peu interrompu par le Covid. Et j'espère que ça va reprendre très vite parce qu'on a un très joli complexe thérapeutique, je dirais, dans ce syndrome de sécheresse oculaire qui est très fréquent. Voilà, ça c'est le site que j'ai fait sur ce sujet dont je viens de vous parler et je vous remercie pour votre attention.